Je suis monsieur Jean-Frédéric Guichard. Je suis né le 28 août 1937 à Paris. J'ai, comment dirais-je, ma profession du départ, c'était peintre en bâtiment. Mon père avait une petite entreprise de peinture et j'ai trouvé normal, effectivement, de poursuivre. Je suis de la classe 57 2A, c'est-à-dire du mois de septembre 57. Pendant mes 3 jours, j'avais demandé à être dans les parachutistes, comme ça se faisait, et de toute façon, ils nous demandaient ce que l'on souhaitait. L'armée, toujours bien intentionnée, m'a versé dans l'artillerie antiaérienne. Je suis parti le 3 septembre 1957 au 421e régiment d'artillerie antiaérienne à Commercy dans la Meuse. Là, j'ai commencé à faire mes classes. J'ai fait le peloton 1, reçu. Pas dans les premiers, car on nous avait dit que les premiers resteraient en France pour faire l'instruction à ceux qui arriveraient derrière. Et on était quelques petits copains qui avons décidé effectivement de ne pas rester. Et on souhaitait partir en Algérie, une idée comme une autre. Ben, les premiers sont partis et je dirais que les derniers sont restés. Donc j'ai fait mes classes, comme je vous le disais. Au mois de janvier, nous avons reçu les nouveaux. Je leur ai fait l'instruction pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, c'était des garçons sensationnels. En plus de ça, ils avaient quand même un cursus qui était assez élevé. On sentait les sursitaires qui avaient été appelés. Donc ils étaient appelés aussi à faire le peloton. Et j'ai même été étonné qu'il n'y en ait pas eux qui essayaient de faire les EOR. Au mois de mars-avril, comme c'était tous les 2 mois qu'un contingent arrivait, j'ai changé, j'ai eu une chambrée de 20 garçons, là aussi, très très sympathiques. La seule différence, c'est que parmi eux, il y en avait énormément qui ne savaient ni lire ni écrire. C'est-à-dire que le soir, au lieu de leur apprendre les grades, il m'a semblé plus judiciable de leur apprendre l'alphabet. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas s'il en est ressorti grand-chose. Mais j'avoue que la vie en caserne, c'était pas mon fort. Ce n'est pas que j'étais indiscipliné, mais il y avait des choses que j'avais du mal à accepter. Je dois vous avouer que j'ai pris 2 fois 15 jours, dont 8 en l'espace de 3 semaines. C'est un GR de 15 jours de consigne, et puis donc 8 jours de prison. Concernant effectivement mes jours d'arrêt, je n'ai pas tué, j'ai pas menti, j'ai pas volé. Non. Faut savoir qu'à l'armée, enfin c'était mars-avril, on recevait des piqûres. La fameuse TRBDT, qui nous paralysait le bras pendant 48 heures. Donc lorsqu'on était piqué, ceux qui l'étaient, restaient en chambrée de toute manière, au lit, et puis ils ne bougeaient pas. On y a tous passé. J'étais brigadier de chambrée du reste, donc mes 48 heures, moi je les ai passées, j'avais demandé une permission, donc j'étais venu en perme. Et on était, quand on est rentré, on arrivait à Commercy, il devait être 4 h du matin à peu près. Pour se lever à 6 h 30, 7 h, les heures de sommeil n'étaient pas longues. Bon, et je me souviens que cette nuit-là, un copain qui était de semaine m'a réveillé en me disant « j'amène un de tes gars à l'infirmerie ». Bon, ok. Et le lendemain, je me renseigne. Et ces gars-là, au bout de 48 heures de chambrée, on a connu ça, la 3e nuit, ils n'avaient pas sommeil, les gars. Donc il y en a un qui a chambré l'autre, il a attrapé le matelas, badaboum, il l'a viré de son lit, lui il s'est relevé, il a viré le copain, puis quand ils se sont bien virés tous les deux,
Ben, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont dit, bon, on va virer un tel. Et ils l'ont viré. La simple différence, c'est que l'autre, il dormait bien, et il est venu effectivement taper sur le chalet de son voisin. Donc ils s'est ouvert l'arcade, là, bon, c'était tout. Et puis sans plus, quoi, il n'y a pas eu de... C'était pas quand même relativement important. Mais le soir, quand on était à la cantine, on est venu me chercher, le lieutenant voulait me voir. Alors, je suis allé, et il m'a dit, voilà ce qui s'est passé cette nuit. J'ai interrogé les deux gars qui l'ont fait. Il paraît que ça arrive souvent, hein, que dans votre chambre, enfin en Armouth, c'était le bordel. Bon, je lui dis, mon lieutenant, non, bon, la chambre est correcte. Ça arrive comme dans toutes les chambres, ça arrive toujours ce genre de choses, mais sans aller jusque-là. Et le lieutenant a voulu à tout prix que je lui dise oui, alors que ce n'était pas vrai. Et là, à partir de ce moment-là, quand on commence à me braquer, ce n'est pas la peine d'insister, moi je me braque. Bon, et j'ai maintenu, je lui ai dit, non, c'est tout, ça ne se fait pas, et puis c'est ainsi. Et là, il m'a dit, bon, eh ben, si c'est comme ça, je vous mets 15 dans 8. J'ai trouvé que c'était un peu lourd. Donc, le lendemain soir, je me suis présenté, ça s'est présenté, hein, j'ai dû retirer mes lacets, bon, et puis on a été à la salle de Paris dormir en prison. J'ai passé qu'une nuit. Voilà. Où c'était un copain qui était de garde, hein, qui nous a dit, foutez-moi la paix, soyez sympa. On lui a dit, on ne sait pas, on verra. Et le lendemain matin, quand il est venu nous réveiller, on n'a pas voulu se lever, parce qu'on attendait notre petit déjeuner au lit. Ça, c'est la boutade, parce qu'il est bien évident que, bon, on s'est levé, puis on a rejoint notre... Mais on n'a pas fait... On n'a passé qu'une nuit, mais dans la journée, on rejoignait effectivement notre chambrée, et on continuait à faire le boulot comme il devait être fait. Et 8 jours après, oui, 8 jours après, à peu près, il y avait un voyage à Douaumont. Puis j'avais un copain, bah ça ne l'intéressait pas, ça l'enquiquinait, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il me dit, tu me remplaces si tu veux. Je lui dis, moi je veux bien te remplacer, mais la seule différence c'est que je suis taulard, hein, et je ne sais pas si... Bon, il m'a dit non, ça ne posera pas de problème. Alors je lui ai dit d'accord, mais à une condition, moi je te remplace, mais ce soir, tu as une permission de spectacle, il ne voulait pas y aller. Je lui ai fait, tu me donnes ta permission de spectacle, comme ça j'irai faire un tour en ville à commercer. Alors je lui ai dit, tu viens dormir dans mon lit, quand je rentre, si tu es encore là, c'est bon, si tu n'es pas là, c'est que tu t'es fait gauler. Et quand je suis arrivé, sur le coup de minuit, 1 heure du matin, bon, ben c'est vrai qu'il n'était plus dans mon lit. J'ai dit, bon. Mais il y avait un chef, le chef Carré, qui était un gars véritablement très sympa. Et on était toujours en train de me chambrer, et puis je lui rendais bien. Et j'ai appris qu'il n'avait pas porté le paix. Bon, pour lui, c'était normal, enfin bon, c'était banal. Mais il a eu la malchance, ou du moins la maladresse, d'en parler au lieutenant en disant, bah tiens, hier j'ai passé le contrôle des chambrées, et puis il en dit à Guichard, et ben, il n'était pas là, j'ai eu un tel. Ah bon? Et le lieutenant il dit, mais Guichard, il est taulard, hein, allez me le chercher. Donc j'y suis allé, moi, je lui ai dit parce que j'avais envie de m'évader au lieutenant, j'avais envie de respirer un peu, et c'est pour ça que je suis parti avec sa permission. Hein. Ben, il m'a dit, vous connaissez comment dirais-je, la donne, bon, ben, 15 dans 8. J'ai dit, je signe tout de suite, parce que là, je ne voulais pas discuter. Et j'ai signé tout de suite, c'est-à-dire que j'ai eu 2 fois 15 dans 8 en l'espace de 3 semaines. D'où, effectivement, le lendemain matin, partir à la semaine pour faire ma demande de mutation dans les parachutistes, en expliquant au chef Carré que ça suffisait comme ça, que je voulais bien être gentil, mais il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Et je me souviens que
il m'a dit, bah oui, mais il y a un motif. Pour quelle raison voulez-vous effectivement qu'il fallait que j'inscrive? Pourquoi voulez-vous? Je lui ai dit, vous me mettez n'importe quel motif. Hein. Je lui ai dit verbalement, et c'était entre nous, je lui ai dit, j'en ai marre d'être dirigé par des cons. Voilà, mais ça n'a pas été marqué. Hein. Ceci m'a amené à refaire ma demande effectivement de mutation dans les parachutistes. J'ai subi les tests par un capitaine para qui m'a accepté. Il m'a diminué de 2 cm, faisant 1,82 m, il m'a dit que je faisais 1,80 m. Il m'a quand même expliqué que j'ai eu du mal à comprendre que c'était pour passer la porte. Cela n'a pas plu à mon chef de corps, qui m'a mis directement sur la liste départ en Algérie, et donc je suis parti début mai en Algérie. J'ai eu la chance, si on peut appeler ça une chance, à Marseille, c'est d'embarquer le 13 mai 1958. Une date qui, maintenant, nous, comment dirais-je, avons la signification de cette date, mais à ce moment-là, nous ne comprenions absolument pas ce qui se passait, c'est-à-dire que c'était l'arrivée du général de Gaulle. Nous avons débarqué le lendemain à Philippeville, où nous avons remarqué l'apport de soldats très importants sur les quais, des permissionnaires qui, eux, revenaient, n'ayant pas l'habitude de voir tout ce déploiement, se demandaient là aussi ce qui se passait. On l'a appris bien plus tard, comme je vous l'ai dit, que c'était le 13 mai, la veille, et que cela amenait pas mal de choses et pas mal de changements. Pris les trains, direction Constantine, et le lendemain, parce qu'il fallait quand même un certain temps pour voyager, il faut se rapporter à cette fameuse chanson de Serge Lama, l'Algérie, quel beau pays, et où nous étions dans des wagons mal assis. Si toutefois certains étaient dans des wagons mal assis, beaucoup étaient dans des wagons à bestiaux. Donc nous sommes arrivés le soir à Constantine, nous y avons passé la nuit, et le lendemain nous avons repris le train direction Batna, qui a été ma destination finale, et où du 402e régiment d'artillerie à Commercy, je suis passé au 421e RAA. On est resté quelques jours, le temps de chercher les affectations, et j'ai été affecté oui, comment dirais-je, à une section opérationnelle. Certainement dû à mes nombreux jours de consignes. Mon livret militaire, à ce qui paraît, était quand même un petit peu chargé. Et là a commencé donc mes 20 mois en Algérie, 20 mois d'opération, 20 mois de patrouille, 20 mois d'embuscade, tout ce qui concerne comment dirais-je, le travail, la vie d'un militaire. Heureusement que nous avons effectivement subi pendant les 15 premiers jours un entraînement, pas spécifique et pas spécial, mais où on nous a appris ce que nous faisions faire ici, et surtout la façon de faire le travail sur lequel on comptait, hein, et en nous expliquant qu'en face, c'était quand même pas non plus des rigolos, et qui savaient se battre, et c'était à nous, effectivement, de faire attention. J'ai appris en 15 jours beaucoup plus que j'ai appris effectivement en 4 mois. Ça, c'est évident. Donc, opération. Ma première opération m'est restée en mémoire pour la bonne et simple raison, c'est que la veille au soir, quand on a préparé notre barda, c'est-à-dire l'armement, avoir notre boîte de rations et se munir effectivement d'eau dans notre gourde, les anciens ont cru bon de demander des volontaires pour qu'il y ait des gourdes
pour lequel on avait droit au quart de vin spécifique. J'étais certainement très très naïf parce que j'ai proposé ma gourde, j'y voyais pas d'inconvénient, pourquoi pas. Donc j'ai eu ma gourde effectivement qui a été remplie de pinard. Il est bien évident que lorsque nous sommes arrivés sur zone, alors je ne me souviens plus très bien s'il y avait des avions qui scratchaient, mais ce que je sais c'est que nous avons commencé à crapahuter. Qu'arrivait à un certain moment de la matinée, j'ai commencé à avoir soif, mais ayant du vin dans ma gourde, je n'ai pas pu effectivement me désaltérer. J'ai réussi à me désaltérer vers 15h, 15h30 de l'après-midi, où on a traversé un oued et où j'ai pu vider mon bidon de vin pour remplir mon bidon d'eau. J'ai eu les lèvres gercées pendant 2 semaines. C'est un souvenir, c'est pour ça que je me souviens de cette première opération qui, à ma souvenance, effectivement, n'avait rien apporté. Je me demande même s'il y a eu un coup de feu de tiré. Mais l'événement pinard dans une gourde m'est resté un petit peu en travers de la gorge. D'ailleurs, il me semble bien que j'en ai fait part à ces charmants compagnons, camarades, effectivement, qui étaient beaucoup plus anciens que moi, de leur façon, effectivement, de traiter les Bleus que nous étions. On ne peut pas dire que c'était monotone, mais ça a été les fouilles de Douar, très important. Je dois vous dire aussi qu'à cette époque, j'étais brigadier et chef de pièce FM. C'est-à-dire que dans un groupe de combat, vous avez les voltigeurs qui sont en tête, et vous avez la pièce FM qui, elle, doit faire un appui, doit apporter un appui en retrait concernant effectivement la marche des opérations ou de la patrouille en cours. Mon premier baptême de feu s'est déroulé, c'était la nuit. Nous avons été emmenés, les 2 groupes de combat, c'est-à-dire une section, sans savoir exactement où nous allions. D'ailleurs, on ne savait jamais où nous allions. Ça ne nous était pas dit, et ce que nous allions faire aussi. Alors je me souviens qu'à un moment donné, les camions ont ralenti, presque arrêtés. On nous a demandé effectivement d'éjecter, ce que nous avons fait. Et nous sommes partis à la file indienne, dans la montagne, puisque les Aurès, comme vous le savez, c'est une chaîne de montagnes, les Aurès-Nemencha, assez rude. Et nous avons avancé sans savoir, comme je me répète, ce que nous allions trouver, ce que nous allions faire. Juste au moment où ça s'est mis effectivement devant nous à tirer. Premier baptême du feu, plat-ventre, je l'avoue. C'est instinctif, je crois, surtout la première fois. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 minute ou 2 minutes au grand maximum, et encore, après les gradés nous ont appelés en avant, et je me souviens que au loin, qui devait même pas être une dizaine de mètres, j'ai vu des ombres courir et se sauver. J'en ai déduit après que c'était les fêles qu'on venait de débusquer. Ce qui est incroyable, c'est que d'habitude, ce sont les voltigeurs qui sont en première ligne et qui tombent effectivement sur la bande. Là, c'était la pièce FM du groupe de combat qui était devant moi, et c'est le tireur FM qui, lui, s'est trouvé face à face avec la sentinelle, qui, elle, avait dû effectivement piquer un petit roupillon et qui s'est réveillée au dernier moment. Ils ont tiré chacun, le tireur FM, son FM s'est enrayé, c'est le seul blessé qu'on a eu, il a pris une balle dans la cuisse, et tous les autres sont partis et se sont évaporés. Ça a été mon baptême du feu. Ça m'a paru bizarre, hein. Je n'ai pas eu peur, pas spécialement, c'est pas le fait de s'être mis à plat ventre que la peur nous a fait faire, non. Ça a été surtout l'instinct. Hein. On se jette, on ne sait pas ce qu'il y a, et puis on attend.
Donc nous avons passé la nuit sur le campement de cette bande de rebelles, où nous avons dégoté pas mal de papiers, pas mal de choses qui ont servi plus tard, on l'a appris, mais en ce qui nous concerne, et en ce qui me concerne, ça a été véritablement mon premier baptême du feu. Il y en a eu d'autres, plus ou moins importants, beaucoup plus importants que ce premier baptême. On n'y était pas tout le temps, on n'était pas toujours dehors, on restait en poste, très peu de temps, je dois l'avouer, mais il y avait des moments où il y avait des journées d'inactivité entre nous, ce qui permettait d'avoir une solidarité. J'ai oublié de dire que ma section opérationnelle se trouvait dans un petit village à Pasteur, qui était à une bonne vingtaine de kilomètres de Batna. C'était un petit village d'Arabes et où il y avait quand même quelques pieds noirs. Si je vous dis ça, c'est que chez les pieds noirs, il y avait 2 familles. Et dans cette famille, dans une, il y avait une famille, 2 familles qui étaient, comment dirais-je, donc qui étaient cousins, puisque les 2 filles qu'il y avait étaient des cousines. Et nous avons sympathisé, nous étions 5 Parisiens, c'est l'avantage quand même d'être parisien, hein, où le soir, je me souviens, on allait y faire un tour, on discutait de choses et d'autres, et de temps en temps, le week-end, s'il y avait strictement rien, elle nous préparait des petits gâteaux, et ce qui était quand même pas négligeable, hein. C'est le souvenir qui me reste de ce passage, effectivement, à Pasteur, où nous avons été très bien accueillis, comme je vous le disais. Les relations que nous avions avec les Algériens, je n'en ai pas souvenir, sauf la fois où le chef du village avait décidé, alors je ne sais pas si c'est au moment du 14 juillet, ou peut-être un petit peu avant, qui avait décidé de faire un michoui et à convier les soldats du poste. Ce que nous avons fait du reste en toute amitié et nous l'avons trouvé excellent. Ce que nous avons appris bien plus tard, c'est que ce chef de village boucher de profession était le chef des félagas du coin. Nous l'avons appris, je n'étais plus à ce moment-là à Pasteur, on l'a toujours appris par des copains. Sa guerre, lui, s'est terminée beaucoup plus tôt que la nôtre, je dois le dire. Je dois vous dire que la première opération que j'ai effectuée, donc au bout de 15 jours, je me suis trouvé en tête devant, en avançant un peu, comment dirais-je, il faisait chaud, hein. Alors on a une certaine somnolence en avançant, notre vigilance à un moment donné s'estompe. Et tout en avançant, j'ai entendu mes copains derrière moi qui me disaient « arrête-toi, arrête-toi ». Je me suis arrêté, ne me demandant pourquoi, et c'était boisé quand même. Et devant moi, peut-être à une dizaine, quinzaine de mètres, je ne sais plus, j'ai aperçu effectivement un homme qui se cachait là. Ma réaction a été que, entendant les fusils derrière moi, les culesses des fusils se charger, j'ai davantage eu peur de mes copains derrière que de l'homme que je voyais devant moi, sans sachant si c'était véritablement un félaga. Ce garçon a été pris, on marchait, nous, avec le 94e régiment d'infanterie. Et puis j'ai vu, bon, ben, 2 gars du 94e qui est venu, qui ont pris le félaga, parce que c'en était un, et puis qui l'ont emmené. J'ai peut-être loupé ma valeur militaire à ce moment-là, j'en sais rien, hein. Mais je revois encore ce garçon, il avait notre âge. On s'attendait toujours à tomber sur des hommes, effectivement peut-être beaucoup plus mûrs que nous,
Et là, il avait notre âge, il n'était pas un peu plus jeune ou un peu plus vieux, mais on était là. Je l'ai regardé et je me suis demandé effectivement pour quelle raison il se trouvait là. On ne comprenait pas à ce moment-là, comment dirais-je, ce mouvement qui s'opérait déjà depuis pas mal d'années. Pour nous, l'Algérie était française, les Algériens étaient français, et on avait du mal effectivement à comprendre pour quelle raison ils avaient commencé effectivement cette guerre, qui ne s'appelait pas cette guerre, mais cette guérilla. Ayant parmi nous des responsables ayant fait l'Indochine, ils nous expliquaient quand même un peu que ça ressemblait, en moindre, mais la guerre d'Indochine. C'était une insurrection, on s'en est rendu compte bien plus tard. Mais sur le moment, non, on avait du mal à comprendre. Beaucoup parlaient français, beaucoup un petit peu quand même. Donc les contacts étaient quand même assez sympathiques, sauf si véritablement ils y montraient de la mauvaise humeur, auquel cas on s'énervait aussi. Il faut quand même bien l'avouer. Je me souviens qu'en patrouille, c'était au moment du recensement pour le référendum du mois de septembre 58, ce fameux référendum. Et on appuyait des gendarmes qui, eux, venaient prendre l'identité des hommes ou des femmes qu'on rencontrait dans les douars. Il y avait très peu d'hommes, mais enfin le peu qu'on rencontrait avait du mal effectivement à discerner. Ils savaient qu'ils étaient mariés 3 fois, 4 fois, mais il ne fallait pas leur demander, les enfants, de quelle femme ils venaient. Je n'ai jamais trouvé un homme, à part peut-être le premier gosse qu'il a eu, mais sans ça, tous les autres, il avait du mal à prendre l'identité. Une fois dans une... c'était plat, du reste, comme une vallée, c'était très plat, il y avait une grande bâtisse. Donc les gendarmes ont été faire le recensement. Et il y avait un homme avec sa gandoura qui était là. Ils l'ont interrogé, identité, et puis nous à la fin, on a été le trouver en se promenant. Un garçon qui parlait, un homme qui avait, pour nous il était vieux quand même, enfin il devait avoir une quarantaine d'années, 45 ans, et qui parlait excessivement bien le français. Et on lui a demandé d'où il venait. Et ça, c'était leur leitmotiv. Quand on les interrogeait, généralement, ils ouvraient leur gandoura et à l'intérieur, on voyait une panoplie de décoration incroyable. C'était des anciens de 39-45 et des anciens, effectivement, d'Indochine. Et cet homme nous a expliqué, c'était un ancien adjudant-chef de l'armée française. L'Indo, comme je viens de le dire, beaucoup. Et on a été étonné de le voir dans cette baraque en torchis, le sol de la terre battue, les poules qui rentraient. Et on lui a posé la question en lui disant, en tant qu'ancien sous-officier supérieur, vous avez été habitué effectivement à aller au mess, vous avez été habitué à la vie européenne, puis comment se fait-il que vous soyez maintenant comme ça, hein? Et il nous a répondu, l'Algérie est mon pays, j'ai pris ma retraite, et maintenant je vis effectivement comme vivaient mes parents. Hein. Ça a été, ce contraste a été très saisissant, effectivement, voir cette mentalité, d'un côté, comment dirais-je, européenne, entre guillemets, et retomber effectivement dans quelques années ou quelques décennies beaucoup plus loin. Il nous a présenté, c'était oui, au mois d'août, oui, et il a appelé 2 filles, c'était 2 de ses filles, elle aussi, Angela, qui était pour voiler de visage, hein, mais puis qui leur a demandé effectivement d'ouvrir le djellaba, et elles étaient habillées à l'européenne en dessous. Incroyable. Et il nous a expliqué que ces 2 filles poursuivaient des études à Constantine. Et comme c'était les vacances, elles étaient là, elles aussi, avec leur père. On n'a pas vu de femmes, ça je m'en souviens, mais elles étaient avec leur père. Et pour nous,
jeune troufion de 20 ans, on a aperçu, c'est un souvenir qui nous est resté, on en a souvent parlé après, 2 filles splendides. C'est ça qui nous a marqué, elles étaient belles comme tout, et surtout à l'européenne. Là aussi, des questions nous sont venues, quelles sont-elles devenues? On a parfaitement compris après que cet homme qui était là dans sa bergerie, c'était un garçon qui devait renseigner effectivement les Félagas, sinon il n'aurait jamais pu rester tout seul. Je dis bien, il n'y avait même pas de Mechta autour, non. Il était là et il devait servir effectivement d'interprète et de renseignement. J'ai eu droit, au moment du vote de ce fameux référendum, il y avait des gens qui voulaient voter, d'autres qui ne voulaient pas voter. Les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient de l'autre. J'avais en garde, moi, un groupe de femmes et d'enfants, et beaucoup plus loin, le groupe d'hommes. Au moment d'aller voter pour ce référendum, il y a quelques hommes qui se sont révoltés. Il n'y a pas eu de tir, mais il y a eu des échanges de coups, de poings. Et à ce moment-là, derrière moi, a commencé le fameux you-you des femmes. Et bien, quand vous avez une bonne vingtaine de femmes derrière vous qui commencent à faire ce you-you, je peux vous assurer que ça vous glace le sang. J'ai essayé de les arrêter, j'ai essayé effectivement de les calmer, mais rien n'a eu à faire. Elles ont continué jusqu'au moment où on a embarqué certains meneurs dans le JMC. Là, ça s'est quand même un peu calmé, et le vote a pu se faire dans les conditions que tout le monde sait, ma foi, et notamment pour ceux qui étaient présents à cette époque. J'ai été muté après 5 mois donc en tant qu'opérationnel. J'ai été muté, je suis revenu à Batna, où il devait y avoir une batterie de 105 qui devait se monter. Donc là, je redevenais un petit peu artilleur, alors que je ne l'avais pas été jusqu'à là. Donc on a fait mes classes, j'ai été secrétaire au PC de tir. C'était pas tellement un job intéressant. Attendre que les coups de téléphone et qu'on m'envoie des coordonnées, c'était un peu lassant. Je suis devenu, puis il fallait bien que j'apprenne effectivement ce qu'était comment dirais-je, un canon. Il ne me reste pas grand-chose, mais enfin, je suis devenu pointeur et j'ai fini chef de pièce. Quand je parle maintenant avec des artilleurs, quand je leur dis que j'ai tiré 60 coups d'affilée, ils n'en reviennent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait 2 canons de 105 et nous avons tiré à la demande, effectivement, 2 fois 60 coups. Le lendemain matin ou le surlendemain, on a compris pour quelle raison. On a vu arriver effectivement 2 GMC. Le régiment, c'était un régiment d'artilleurs, des beaux noirs, ma foi, qui sans rien dire sont venus, ont refermé les flèches, c'est-à-dire que c'est les traverses effectivement qui tiennent le canon en stabilité. Ils les ont fermés, ils les ont accrochés après leur JMC, puis ils sont partis. Donc on s'est retrouvés effectivement sans canon, et adieu effectivement les opérations avec notre batterie. Pour quelle raison, on ne l'a jamais su exactement. Est-ce que nous étions trop fragiles? Est-ce que bon, ça ne se faisait pas? Tout ce que je sais, c'est que notre chef de corps est devenu premier jus d'honneur, c'est-à-dire première classe d'honneur de ce fameux régiment d'artillerie. Là, on a un peu compris que si on voulait passer effectivement première classe d'honneur, il fallait donner des canons. Donc nous sommes restés à Passeveur, à Batna,
en attendant que ça se concrétise. Il a bien fallu qu'on trouve une occupation. Le capitaine, je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai été désigné pour faire mon peloton 2, pour passer sous off. C'était pas quelque chose qui m'enchantait. J'étais très bien comme j'étais. Mais quand on m'a dit, le capitaine, vous allez faire votre peloton 2, et si vous ne réussissez pas, je vous mets 15 jours, j'ai dit ça continue, c'est pas possible. Je suis affilié à cette quantité. Donc j'ai fait quand même mon peloton 2, j'ai été reçu, et là quand même avec les félicitations, et je suis passé brigadier chef, et après la perte de nos canons, des structures se sont remises en place. Le capitaine avec qui je m'entendais bien, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais bien pourquoi, il était lieutenant quand je suis descendu de la section opérationnelle, et je m'étais retrouvé brigadier de semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, on gérait avec un sous-officier l'intendance, enfin tout ce qui pouvait se passer. Est arrivée une note demandant des volontaires pour former un commando, pour aller dans un commando. Et ayant quitté une section opérationnelle et me retrouvant effectivement en ville, c'était pas dans une caserne, hein, mais un petit peu, là aussi ça ne me plaisait pas. Alors avec les sous-officiers, nous avons demandé une entrevue à ce lieutenant, en lui disant voilà, vous demandez des volontaires, nous sommes volontaires. On s'est fait engueuler comme jamais je me suis fait engueuler à l'armée, hein, en nous disant qu'on était complètement débiles, que c'était complètement ridicule, enfin bon. Hein. Et il nous a dit on verra. Je me souviens que quelques temps après, il y a eu le rassemblement de midi. Au rassemblement de midi, le lieutenant a demandé des volontaires pour aller monter ce fameux commando. Comme on dit vulgairement, faites un pas, ceux qui sont d'accord, faites un pas en avant. Personne n'a fait un pas en avant. Et là, il les a engueulés aussi. Alors en les traitant de lâches, en leur traitant de dégonflés, en leur traitant de tout possible imaginable. Et il a dit, je suis désolé, mais il va falloir que je fasse moi-même effectivement le choix. C'est-à-dire qu'il a fait son choix d'homme qu'il fallait, et le sous-off et puis moi, on est resté sur place. Est-ce pour ça que plus tard, ce lieutenant est devenu capitaine, il était de carrière, lui, et je dois avouer qu'il m'a aidé dans beaucoup de choses, et notamment le fait effectivement de me faire passer mon peloton 2, contrairement à mon colonel qui, voyant mon livret de famille avec mes antécédents de France, ne souhaitait pas effectivement que je le fasse. Il a quand même insisté, donc j'ai été reçu. Après, il a fallu effectivement être nommé. J'ai été nommé sous-officier, maréchal des logis, sergent dans l'infanterie. Et là, il m'avait proposé effectivement de devenir fourrier, ce que j'ai refusé. Il m'a proposé d'être intendant, ce que j'ai refusé aussi. Je lui ai dit, je ne me vois pas en train de compter les carottes et les pommes de terre. Fourrier, moi, les chaussettes trouées ne m'intéressent pas non plus. Je lui ai dit, il y a une section d'intervention qui se monte et je souhaiterais effectivement en faire partie. Il ne m'a pas enguirlandé, mais il m'a dit que j'étais un peu neuneux de vouloir ce genre de choses. Et il n'a pas insisté et il m'a mis, si bien que je suis parti en section d'intervention début 59. Sans être un très grand militariste, mais j'avoue que l'inactivité me déplaisait et que, ma foi, faire des patrouilles ou faire des embuscades me convenait parfaitement. On n'avait pas, comment dirais-je, ce sentiment de risque. Non, j'ai pas vu de copains spécialement qui avaient peur.
Je n'avais pas vu... j'ai jamais vu un copain qui rechignait, j'ai jamais entendu des gars qui critiquaient ce que nous faisions en Algérie, absolument pas. Tout le monde était d'accord. Politiquement, nous n'étions pas encore formés comme nous sommes formés maintenant à notre époque. Pour nous, l'Algérie était française, et puis c'était tout. En face, on avait des adversaires, et on essayait de les combattre au mieux que nous pouvions. Voilà. Donc, je suis devenu sous-officier, j'ai eu mon groupe de combat, où là, j'ai pu effectivement, comment dirais-je, faire en sorte... j'étais dans mon élément. Donc, je faisais mes patrouilles, je pratiquais effectivement des embuscades tout seul. Je préférais là aussi, sauf quand on recevait des jeunes officiers, des aspirants ou des sous-lieutenants qui venaient soit de Churchill ou soit d'autre part, on les recevait pour les former un peu, comment dirais-je, avant qu'ils puissent prendre une affectation outre. Je n'ai jamais mis un lieutenant, ou d'ailleurs ils ne me l'ont jamais demandé. En règle générale, il restait toujours au milieu du groupe, à côté de celui qui tenait le poste. Non, ma place a toujours été, pas pour me vanter, mais a toujours été devant quand on partait, et j'étais toujours à l'arrière, complètement à l'arrière, quand on revenait au poste. C'était pas spécialement un poste, un endroit que je préférais, mais enfin, je trouvais que c'était tout à fait logique, effectivement, qu'un responsable puisse prendre certaines initiatives et puis montrer l'exemple. C'était comme ça, c'était dans notre nature, on l'avait appris. Donc, on a eu des hauts et des bas. On faisait beaucoup tous les matins, de toute manière, on n'était pas loin de la voie ferrée qui s'en allait de Biskra, beaucoup plus au sud. Pour remonter, c'était davantage la voie ferrée, ce qu'on appelait la voie du pétrole, parce que ça remontait énormément le pétrole. Il faut savoir que le train de pétrole n'a jamais sauté. Il n'a jamais sauté. Il n'y a qu'une fois où il a déraillé, à McMahon, qui était pas loin, qui était à une dizaine de kilomètres d'où on était, ce qui nous a valu effectivement encore une nuit blanche pour monter la garde autour de ce train. Ça, c'était suite à certainement le chauffeur qui a dû s'endormir ou somnoler, et puis qui a pris une courbe un peu trop vite, et le train a déraillé. Une chance, les citernes n'ont pas éclaté, donc tout a pu être remis en place le lendemain. Mais notre rôle, comme beaucoup d'autres régiments, c'était l'ouverture de la voie ferrée, c'est-à-dire sur une distance de, c'est-à-dire nous c'était 4 km à peu près, c'était de vérifier sur la voie s'il n'y avait pas effectivement les traces d'une pose de mine. C'était quand même un travail assez ingrat, c'était pas évident, car il fallait aussi, nous étions 5, il y avait 4 soldats de chaque côté de la voie, et puis le responsable qui généralement était au milieu, de vérifier effectivement les traverses et les raccords, bon, et puis de surveiller aussi ce qui se passait un petit peu à droite et à gauche. C'était quand même relativement facile pour des tireurs de nous allumer, et puis en disparaissant aussitôt. Ça s'est jamais produit, heureusement, mais ça a été notre travail quotidien, je vous dis. Et l'après-midi, c'était aussi la patrouille, fouille de devoir, comment dirais-je, intervention sur pas mal de points quand on nous appelait. L'ambiance à l'intérieur, effectivement, de cette section d'intervention
a toujours été excellente. Il y a eu des hauts et des bas quand même de temps en temps avec des conflits entre nous, quoi. Mais généralement ça durait pas. Et il y avait une solidarité, une camaraderie qui était quand même très importante. Et je me souviens que sur nos lits, derrière nous, on avait fait des boîtes, des petits coffres de manière à pouvoir mettre nos affaires personnelles. Et à beaucoup, il y avait la photo soit de leur femme ou soit de leur fiancé. Et souvent, c'était notre grosse plaisanterie, hein, en disant, tiens, Brigitte, Simone, Hortense, je ne me souviens plus des prénoms, comment va-t-elle? Mais tu sais, hein, t'as tort d'attacher, maintenant que tu es là, elle là-bas, elle s'en moque, tu verras. Bon. Une façon de plaisanter, de rigoler. Et je me souviens qu'un jour, le courrier était passé, et en allant dans la chambrée des gars, il y avait une photo qui n'était plus là. On a parfaitement compris ce qui se passait. Comme nous sommes des bons copains, on lui dit, tu vois, on te l'avait dit, tu n'as pas voulu nous croire. Et voilà ce qui arrive. Mais ça n'a pas duré, parce que c'était une boutade, mais on sentait que le gars, de toute manière, il était anéanti, il pleurait, il venait de perdre sa fiancée. Pas sa femme, j'en ai pas vu, mais sa fiancée, oui. C'est pour ça que je reviens toujours à cette fameuse chanson de Serge Lama, et puis nos femmes qui nous envoyaient des lettres avec des mots menteurs. Et on rejoint, il faut l'écouter cette chanson, parce qu'elle résume bien effectivement un petit peu la vie qu'il y avait. Le soir, c'était la caisse de Pils de 62 centilitres, et on essayait effectivement de remonter le moral comme on pouvait. Généralement, quand on partait en patrouille, ce garçon était quand même assez entouré. On ne savait pas ce qui pouvait arriver. Ce moment de déprime, on ne savait pas effectivement quelle aurait pu être sa réaction. Ça ne s'est jamais passé, alors bon, mais c'était un petit peu dans notre imaginaire, de se dire que de désespoir, si on avait été attaqué, si on avait été pris en cible, bon, il aurait très bien pu faire une bêtise peut-être, et puis se faire tuer, quoi. Pour lui, c'était anéanti. Donc ça ne s'est jamais passé, et on a toujours essayé effectivement de remonter le moral des camarades. Il faut reconnaître aussi qu'un camarade qui déprime pendant une patrouille ou ça peut devenir assez grave pour les autres. Mais dans l'ensemble, non. Il a bien fallu à un moment donné que ça se termine. Les 28 mois arrivant, ça a été, comment dirais-je, j'ai passé 3 Noëls et 2 jours de l'an. J'ai oublié de dire qu'il y a eu le jour de l'an 58-59 qui a été marqué. Nous avions le MES fêtait donc ce passage de l'année avec des Guinéens. Et les Guinéens étaient présents avec nous pour la bonne et simple raison, c'est que la Guinée venait d'avoir son indépendance. Parmi eux, beaucoup étaient des soldats de carrière qui avaient fait 39 et qui avaient fait l'Indo. Il y avait des adjudants-chefs, il y avait des sergents. Et ce qu'ils souhaitaient, eux, c'était que leurs femmes, leurs familles qui étaient en Guinée puissent venir en France de manière à pouvoir continuer. Ce que les responsables et les dirigeants guinéens ne voulaient absolument pas. Et ils leur disaient, si vous ne rentrez pas effectivement au pays, eh ben, vous ne reverrez plus jamais votre famille. Il faut savoir qu'il y avait quand même des garçons qui avaient 13, 14, voire 15 ans de carrière. Repartir, c'était quelque chose comment dirais-je, de douloureux, très douloureux pour eux. Donc nous avons passé ce jour de l'an ensemble, ce passage. On a tous pris une bonne cuite, ça je le reconnais, j'en ai pas pris beaucoup dans ma vie, mais alors celle-là elle était costaud. Et puis le lendemain,
des JMC sont venus et les ont emmenés. Et bien, quand vous voyez ces grands gaillards, noirs, à l'aise, ma foi, hein, venir vous dire au revoir, s'embrasser alors qu'ils étaient en pleurs parce qu'ils quittaient la France, ça aussi, c'est des souvenirs effectivement marquants et qui me restent. Hein. On n'aurait jamais pu imaginer, et même maintenant, je me demande si à notre époque, il y en a encore qui pourraient avoir ces sentiments personnels. Hein. Ça, je les remercie infiniment. On a vu l'attachement qu'ils portaient effectivement à notre pays, et ça a été quand même relativement douloureux. Sinon, bon, ben, je pourrais parler effectivement des Noëls. Donc le Noël 58, c'est passé comme des fois on le voit au cinéma. Il y en avait encore quelques-uns qui s'étaient déguisés. Le Noël 59, alors donc ça a été mon dernier Noël. Je pense que, comment dirais-je, les chefs de corps, ou certainement où ça devait se passer comme ça, mais on peut-être souhaitait que nous restions avec nos copains pour faire effectivement notre dernier Noël. Puisque le 26 au matin, bon, bah, on est venu nous chercher et pour nous rassembler effectivement à Batna, pour nous, c'était terminé. J'ai quitté mon poste de Baloul, qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres de Batna, ouais. Zone assez isolée. Ah. Et j'ai quitté des copains. Je dois vous avouer qu'en les quittant, j'avais quand même la larme à l'œil. Hein. Je me rendais compte que c'était un tournant de ma vie, une époque, effectivement. Peut-être que j'ai quitté l'adolescence, je ne sais pas, pour rentrer dans la vie professionnelle et dans la vie d'adulte. J'étais conscient, et on en parlait souvent des fois, que lorsque nous allions rentrer, bon, ben, ça n'allait pas être, ça allait être très difficile effectivement de se réadapter. Donc il a fallu effectivement partir. J'ai quitté des bons copains. Voilà. Je savais qu'on ne se reverrait plus. Ça n'a pas été facile, un petit peu comme les Guinéens quand ils sont partis. Retour effectivement en France. Alors le retour en France a été quand même relativement difficile. À ce qui paraît, on ne s'en est pas rendu compte, je ne m'en suis pas rendu compte. Mes parents m'ont dit que j'avais mis à peu près 1 an avant de reprendre une tenue, un peu une civilisation personnelle. Pour moi, non. Bon, j'avais encore en mémoire, et ça m'est resté longtemps, cette vie de baroudeur, entre guillemets. Hein. Ce que je me souviens, c'est que j'étais toujours sur le qui-vive. Il faut savoir qu'il y avait encore beaucoup d'Arabes, beaucoup d'Algériens, beaucoup d'Arabes en France. J'étais dans un quartier du 5e, à rue Mouffetard, pour la nommer, où il y avait aussi des Algériens. Alors quand vous rencontriez des Algériens en Algérie, le port de l'uniforme étant relativement fort, on se sentait très fort. Hein. Rencontrer et croiser effectivement des Algériens, on se sentait quand même un peu nu. Hein. On n'avait plus rien. Bon. Et c'était pas évident. Deuxièmement, toujours comme je disais sur le qui-vive, on avait nos voitures anciennes, on ne l'entend plus maintenant, mais ils avaient des pots d'échappement ou des gaz de moteur qui taradaient ou qui pétaient assez vite. Hein. Et le nombre de fois incroyable où je me suis surpris en entendant ça, vouloir me projeter à terre, est quelque chose d'incroyable. Hein. Pour quelle raison ne l'ai jamais fait, je ne sais pas, ou la réaction peut-être, hein. Mais souvent, en entendant ça, j'avais l'impression d'entendre un coup de feu ou quelque chose, et je voulais me jeter à terre. Donc ça s'est estompé au fil du temps. Combien de temps ça a pris, ça je ne pourrais pas vous le dire, peut-être 2 mois, 3 mois. Hein. Et ça ne s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Hein.
ma vie militaire ou ce qu'on a subi, oui. Si mes parents ont dit que ça m'a pris 1 an, peut-être. Hein. Mais qu'on le veuille ou non, et même maintenant, ça fait quand même pas mal de décennies, il y a toujours un petit quelque chose qui reste. Toujours. Hein. Je pense que, alors peut-être que le fait effectivement d'appartenir au comité de la Flamme, où on reste quand même dans une mouvance un peu militaire sans l'être, hein, je pense pas. Est-ce que le fait effectivement d'être dans une association d'anciens combattants, alors c'est vrai qu'on se raconte nos histoires aux grandes dames de nos femmes qui en ont plutôt assez, comme vous entendez les mêmes, les mêmes histoires, car bon, bah, ces histoires on les raconte, on ne peut pas en inventer, hein, ça c'est évident. Peut-être, je ne sais pas, mais au fond de nous-mêmes, et je pense que nos grands-pères de 14-18, ça devait être épouvantable, beaucoup plus que nous, nos pères aussi, ceux d'Indochine, bon, il leur reste tous quelque chose effectivement à l'intérieur. Ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas s'oublier, et puis ça disparaîtra le jour où on partira nous-mêmes. Voilà. Donc cette solidarité, cette camaraderie m'a énormément marqué. Hein. Je regrette qu'on n'ait pas pu, comme beaucoup du reste, avoir des contacts après. Hein, on était trop disséminés, et puis on n'était pas tous de la même classe non plus. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis la vie nous a appris que bon, hein, il fallait continuer, nous aussi on avait une vie privée effectivement à monter, donc c'est fini, mais je le regrette, hein, sincèrement. J'ai qu'un souvenir, effectivement, je sais que le 421e, il y avait beaucoup de ch'tis, il y avait beaucoup d'Alsaciens chez nous. Et tous les ans, ils font comment dirais-je, un repas avec la bride de survivants ou de ceux qui restent ou de ceux qui y participent. J'avais vu ça dans le journal de mon association. Je leur souhaite, effectivement, je leur envoie à peu près tous les ans un petit mot en leur disant bon, ben, salut fraternel, on pense bien encore à vous. Mais beaucoup de garçons, d'ailleurs on ne se souvient plus de leur nom, même en regardant des photos, quelques-uns nous inspirent en disant oui ça y est, mais on ne s'en souvient plus tellement. On a eu la perte d'un camarade. Ça, je me souviens de son nom. Il a sauté sur une mine à quelques mètres devant moi. Il faisait partie de mon groupe. Il était à 30 jours de la quille. Ça nous a terriblement marqué. Et ça me marque encore, je pense souvent à lui. C'est pour cela qu'en grande partie, je suis allé à la Flamme en tant que commissaire à la Flamme. Je pense que ce devoir qu'on a vis-à-vis de tous ceux qui sont restés, hein, on le doit. Souvent, au moment de la sonnerie aux morts, je leur dis, copains, on ne vous oublie pas, on est là pour ça. Et je suis à la Flamme, en tant que commissaire à la Flamme, pour eux. Pas pour autre chose du reste, et pas, surtout pas pour me faire prendre en photo. Hein. Ça, c'est pas mon truc. Voilà en gros ce que pour dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes, comment dirais-je, de mauvais souvenirs, mais ça se noie malheureusement dans les années qui passent. On ne veut pas enjoliver ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Si en gros, je vous ai dit à peu près 95% de ma vie en Algérie, il y en a à peu près 5% qui est ma vie propre. C'est très personnel, c'est intérieur, c'est en moi. Et disons que c'est ces 5%, c'est ma guerre à moi. Voilà.
Mm.